pour vous de faire tous ensemble le point sur l'actu 100% Vendée de ce jeudi 9 février. Bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. On est ravis de vous retrouver du lundi au vendredi tous les matins pour bien passer ce début de journée ensemble et parler donc de l'actualité de notre territoire. Et aujourd'hui, nous commençons à parler du salon de l'agriculture. Alors il ouvre dans 2 semaines à Paris, certes, mais sur un des rings, il va y avoir la finale nationale des 18e Olympiades. Et parmi les prétendants au titre de meilleur berger de France, 2 Vendéens qui vont représenter les Pays de la Loire. On va donc évidemment en parler dans le journal. Un jeudi éco aussi avec notre petit aperçu du jour de l'antenne qui va nous emmener ce matin dans les coulisses de l'usine de pressage de vinyle B-Side Factory et ce grâce au Mageco. On va aussi parler de la cathédrale de Luçon qui a quelques problèmes avec sa façade qui s'effrite et ce à cause des amplitudes de météo qui sont assez difficiles pour les pierres en ce moment. On aura aussi notre petit tour hebdo des stations essence vendéennes pour voir où se trouvent les prix les plus bas ces derniers jours. Et nous allons retrouver Stéphane Messer, journaliste indépendant, spécialiste du tourisme de plein air, notamment en Vendée. Ce sera notre coup de fil à la presse de la semaine. Il nous expliquera pourquoi l'officiel des terrains de camping a décidé de lui confier 2 pages sur les 40 ans de la Fédération vendéenne de l'hôtellerie de plein air. Beaucoup d'autres choses encore, donc on va avancer tout de suite. On va rapidement regarder la météo. Le mot d'ordre, c'est qu'il fait encore beau, un petit peu moins qu'hier, mais on peut quand même sortir prendre l'air, mais il va surtout faire froid. Alors couvrez-vous bien, pas forcément beaucoup de vent, ni ce matin, ni cet après-midi, mais des températures très basses. Dans le négatif, ce matin, pour tout le monde au réveil. Cet après-midi, la couverture nuageuse s'étend au sud de la Vendée, alors que ce matin, elle se concentrait plutôt sur le nord. Alternance de nuages et d'éclaircies, donc dans le nord du département, cet après-midi, toujours peu de vent, ce qui va permettre à l'atmosphère de se réchauffer un petit peu plus. Nous allons gagner, tenez-vous bien, 10 à 11 degrés cet après-midi par rapport à ce matin. Les horaires de marée avec l'océan qui est au plus bas en milieu de journée, quasiment à 13h. Et donc la pleine mer, c'est dans la foulée. En début de soirée, les coefficients baissent doucement, 81 à 80. Jeudi, je vous le disais il y a quelques instants, c'est le jour du relevé hebdo des prix à la pompe dans les stations essence vendéennes. Ce relevé hebdo, le voilà. Nous commençons avec le gasoil et vous voyez que c'est du côté de la Châtaigneraie, mais aussi des Sables d'Olonne qu'il est plutôt intéressant en ce moment de faire un petit tour pour le plein. On enchaîne avec le 95-10. Là, c'est à Montaigu-Vendée, ainsi qu'au Sable à nouveau et de près Chaland et Pouzauges que vous pouvez aller faire un tour. Et on termine avec les prix du GPL. En tête du palmarès des stations vendéennes, on retrouve Saint-Gilles, Montaigu, Chaland et Luçon. On enchaîne sur la carte des marchés avec les rendez-vous de ce jeudi qui s'affichent progressivement à l'écran. Il y en a beaucoup le jeudi, donc je vous laisse regarder. Mouzeuil, Saint-Philbert-de-Bouenne ou encore les Sables d'Olonne. Tiens, si on pouvait n'en citer que quelques-uns. Pour l'éphéméride, c'est la Sainte Apolline aujourd'hui. Bonne fête aussi au Ingrid ainsi qu'au Tilio. Le soleil va se coucher à 18h21 en ce jeudi et c'est 11 minutes plus tard que jeudi dernier. C'est une très petite bonne... Oh là là, très petite bonne, mon Dieu, il est temps de passer à autre chose. C'est une bonne info à avoir en tête pour entamer la journée du bon pied. Voilà, quand les mots, on les remet dans le bon ordre, c'est tout de suite plus clair. On passe au journal. Et nous commençons donc du côté de Luçon avec la cathédrale dont le parvis est interdit au public depuis le 27 janvier dernier. Un périmètre de sécurité a été mis en place suite à des chutes de pierres provenant de la façade. Un édifice construit au 18e qui souffre des très fortes amplitudes climatiques des derniers mois. Cyril Guillet. Depuis quelques jours, l'entrée principale de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption est interdite au public. En cause des chutes de pierre qui proviennent de la façade de l'édifice. Ce parvis avec cette façade plutôt 18e, un style un peu néoclassique, en pierre calcaire, fait que c'est une pierre assez fragile et qu'on présume que les températures chaudes de l'été dernier, plus la pluie de début janvier et les gelées ensuite qui ont succédé, ont pu faire que certaines pierres déjà fragilisées ont pu éclater et ont pu se détacher et tomber sur le parvis. Dès les premières chutes de pierre, le parvis a été sécurisé par la municipalité qui en a bloqué l'accès.
L'architecte des Bâtiments de France a, elle, mandaté une entreprise spécialisée dans le but de réaliser un premier diagnostic et de sécuriser ce qui peut l'être. Ils ont constaté ce qu'on voit déjà d'en bas, donc on a des pierres qui sont abîmées suite à la météo, aux intempéries, à l'usure naturelle des pierres. Et ils ont constaté aussi qu'on avait des petits morceaux qui allaient tomber. Donc là, ils sont en train de purger pour faire tomber tout ce qui a tombé. Ils vont aussi rejointoyer des joints qui ont disparu. Une fois ces travaux d'urgence réalisés, une réflexion va être lancée auprès de la Conservation nationale des monuments historiques. L'objectif, déterminer si une éventuelle restauration de la façade serait nécessaire. En attendant, la cathédrale continue à accueillir les fidèles qui dorénavant accèdent à l'édifice par le cloître. Un très beau cloître, la cathédrale de Luçon, qui n'est pas celle qui a inspiré Symphonia Productions pour son nouveau spectacle qu'elle va présenter dans quelques mois. Ce sera en juin au Palais des Congrès à Paris. L'association artistique de Montsirègne, entre Chantonnay et Pouzauges, prépare La Dame de Pierre, un hommage à Notre-Dame de Paris. Nous en parlerons demain dans la matinale à 8h15 avec Corentin Stemler, ce sera qui est son créateur. On l'a vu hier en revenant sur le prochain premier anniversaire de la solidarité vendéenne vis-à-vis de l'Ukraine. L'actualité internationale peut aussi avoir une résonance à notre porte, avec l'Ukraine donc, mais également avec les tremblements de terre dramatiques qui ont touché en début de semaine la Turquie et la Syrie. Plus de 12 000 morts pour le moment sont dénombrés. Sur place, les secours internationaux sont arrivés et parmi eux, il y a au moins une Vendéenne. Charlotte Kopman est une infirmière sapeur-pompier volontaire de Fontenay-le-Comte. Elle est aussi membre de l'association Pompiers de l'Urgence Internationale. C'est quelqu'un qui fait partie de l'association Pompiers de l'Urgence Internationale depuis plusieurs années déjà et qui, au-delà de son engagement d'infirmière sapeur-pompier, a un goût prononcé pour le secours international avec surtout une volonté d'aider. On a de ses nouvelles puisqu'elle envoie des SMS qu'on reçoit un petit peu en décalé. Donc elle est partie au sein d'un détachement de 33 secouristes, sauveteurs et personnels soignants, ainsi que 3 chiens de décombres. C'est un temps fort du monde agricole qui commence le 25 février prochain. Le 59e Salon international de l'agriculture ouvre ses portes à Paris et il n'y a pas que des stands sur place. En parallèle, il y a aussi toute une série de concours qui vont s'enchaîner. Parmi eux, les Ovimpiades, une épreuve pour détecter la nouvelle génération d'éleveurs de brebis et de moutons. 2 Vendéens font partie de la sélection en finale nationale. Agathe Poulet. À seulement 17 ans, Romain fait partie des meilleurs jeunes bergers de France. Actuellement en bac sciences et technologies de l'agronomie et du vivant au lycée Nature, il participera à la finale des Ovimpiades au Salon de l'agriculture à Paris. Pour lui, ce concours est une opportunité et il n'hésite pas à s'entraîner lors de son temps libre. C'est surtout une motivation parce que c'est une expérience qu'on n'aura pas tous les jours, donc c'est une expérience à prendre. La préparation, c'est surtout au quotidien, en fait, la manipulation de tous les jours, ce qui se fait tous les jours avec les moutons, c'est surtout ça qui nous entraîne pour les épreuves de Paris. Parce que le but du concours, c'est de représenter le quotidien des éleveurs. Après une 3e place l'année dernière en régional, Victoire, 23 ans, est heureuse d'arriver en tête pour participer à la finale du meilleur jeune berger de France. En CS élevage ovin-viande, l'alternance l'a aidé à se surpasser et à progresser davantage en étant en contact quotidien des ovins. Vu que ça fait pas longtemps que je suis dans le mouton, l'année dernière ça aurait pu faire croire à un coup de chance, elle est 3e. La première, Pays de la Loire, je trouve ça, je suis fière de moi. C'est montrer que en fait, le monde ovin c'est rempli de technicité, mais que c'est accessible aussi à beaucoup de monde, quoi. Et je trouve que le salon de l'agriculture c'est une réelle expérience. Une expérience que Clément connaît bien puisqu'il a lui aussi participé au concours et est désormais jury pour encadrer les jeunes en sélection régionale. L'occasion pour ce berger de les coacher en partageant son expérience. Disons qu'il faut être sûr dans ses gestes, parce on peut réussir les manipulations une fois. L'idée c'est d'être assez à l'aise pour y arriver avec n'importe quelle brebis, n'importe quelle race, n'importe quel gabarit de brebis aussi, parce que c'est pas forcément les mêmes types de brebis qu'on retrouve à Paris et ici. Lors de la finale, ils seront 40 jeunes âgés de 16 à 24 ans venus de tout l'Hexagone à s'affronter sur 7 épreuves, comme sur l'état de santé ou le tri des brebis. L'occasion de faire découvrir aussi bien aux futurs éleveurs et au public le métier de berger.
C'est une super vitrine, le salon d'agriculture, pour montrer à tout le monde ce que c'est le métier de berger. Et c'est aussi pour montrer aux jeunes ce que c'est le métier de berger pour potentiellement faire des vocations derrière. Une vocation que Victoire et Romain envisagent dans le futur. En attendant, chacun espère de remporter le titre samedi 25 février au Salon de l'Agriculture. Alors pas d'agriculture, mais plutôt la sécurité pour une poignée d'élèves du collège Saint-Louis à La Roche-sur-Yon. Une classe défense existe dans l'établissement. C'est un dispositif qui permet à une classe donc d'être parrainée par une unité militaire et de suivre des ateliers pour mieux connaître nos armées. Dans ce cadre, les collégiens yonnais ont reçu la délégation militaire départementale pour découvrir cette fois-ci les OPEX, les opérations extérieures, et ce par le biais d'un jeu. Je crois qu'ils sont avant tout curieux et en fait ils découvrent des dates, des lieux, des hommes, et je crois que c'est plutôt ça. L'idée c'est de transmettre aussi un esprit de défense et puis aussi le devoir de mémoire. Et les opérations extérieures sont peut-être des opérations un peu plus récentes que ce qu'on a pu connaître auparavant avec la Première, Seconde Guerre mondiale ou la guerre d'Algérie, mais elles ont aussi toute leur importance dans notre histoire. Et puis une sensibilisation maintenant aux risques littoraux de la baie de Bourgneuf qui est actuellement visible à la ferme du Vazest à Saint-Jean-de-Mont. Là encore, le jeune public est invité en semaine à venir s'informer quant à la possible montée des eaux dans les prochaines décennies. L'objectif, c'est qu'ils reviennent ensuite en fin de semaine avec leur famille. Le reportage d'Alexandre Lenaour, commentaire Alexandre Debray. Dans certaines communes, qu'est-ce qu'il y a devant la mer, entre guillemets ? Alors nous, on a des dunes qui vont être naturelles, qui vont être faites de sable. Et puis dans d'autres communes, il va y avoir des digues, exactement. Ce matin-là, Manon Brohan initie le public à la prévention du risque. Le risque, c'est un ensemble de facteurs environnementaux pouvant menacer la société. Le long de la baie de Bourgneuf, par exemple, la principale menace reste l'érosion et la montée des eaux. Les digues constituent une solution efficace face à ce problème. Alors, est-ce qu'on est exposé aux submersions marines ? Non. Voilà. Donc ça y est, vous avez vos réponses. Grâce à un carnet de questions, les élèves en apprennent plus sur ces menaces. La première question, c'était justement la définition d'un risque, pour bien comprendre ce que c'est. Il y avait comment on développe une culture du risque. Et puis, il y a une question aussi sur les causes du changement climatique, puisque ça va être en lien avec les prochaines séances du parcours sur la montée du niveau des mers, les conséquences du changement climatique chez nous et ailleurs dans le monde. Un problème réel, mais surtout bien proche de soi. Pour ces collégiens, c'est aussi le début d'un parcours scolaire liant plusieurs matières. À partir de là, on va discuter, réaliser des choses, faire des expérimentations en physique et en SVT. Et puis en classe, après en géographie, moi je vais leur montrer une carte qui montre si on a 2 degrés d'augmentation de température, quelles vont être les conséquences au niveau de la mer. Et ils vont aller zoomer, ils vont aller mettre leur adresse, ils vont voir si leur maison est pied dans l'eau dans 50 ans ou pas. L'exposition s'inscrit dans le PAPI, le programme d'action de prévention et des inondations de la baie de Bourgneuf. Diffuser l'information et faire preuve de vigilance reste la meilleure défense. Ça, c'est un apprentissage en le faisant dès le plus jeune âge. On va le garder tout au long de sa vie et puis on va le transmettre aussi. Souvent, les élèves que je peux accueillir en groupe classe, ils reviennent sur des temps mercredi, samedi avec les familles. Donc, il y a une autre approche en fait derrière aussi de sensibilisation des adultes. L'exposition poursuit dans les prochaines semaines son itinérance. Le 14 février, elle posera ses valises au Palais des Congrès Odyssea de Saint-Jean-de-Mont. Et nous allons terminer avec cette tradition qui n'existe presque plus, mais que le Conseil des sages d'Esnay voudrait bien remettre au goût du jour. Une veillée comme autrefois est prévue le 25 février prochain, à la fin des vacances scolaires. Donc tout le monde va pouvoir y aller. Jeux de cartes, jeux de société, grillés de mojettes ou encore millets sont prévus. Ces veillées, en fait, elles permettaient à l'époque aux personnes de se rencontrer, d'échanger, de discuter et avec une certaine convivialité, mais aussi surtout de s'entraider. Et ça, c'est important puisque aujourd'hui, ce lien, il faut que nous le maintenions dans notre société actuelle et que nous sachions aller vers les autres avec bienveillance pour écouter, mais aussi apporter parfois des moments de convivialité, des moments d'échange et des moments de bonheur et de plaisir. Et il se dit même qu'il y aura des chansons à ripouner. Le rendez-vous, c'est donc le 25 février, salle des 4 Rondes à Esnay.
Voilà pour l'actualité du jour. On complète avec la météo de ce matin. Ciel voilé et des températures assez basses au réveil, comme vous pouvez le constater. -3 dans tout le quart nord-est, Montaigu, Les Herbiers ou encore Pouzauges. Même chose complètement à l'opposé de la Vendée, du côté de la Tranche-sur-Mer. -4 degrés au réveil dans le centre, à La Roche-sur-Yon. Et puis -2 sur le littoral. Voilà pour le flash. Nous retrouvons maintenant nos chroniques du jeudi au programme. Alors, je vous propose un petit cours de droit, et oui, avec notre Plus Info du jour, de l'écho aussi, avec la visite de Catel Lejeune chez B-Side Factory, et puis notre coup de fil à la presse de la semaine pour parler de la Vendée dans les colonnes de l'officiel des terrains de camping. Le Plus Info du jour s'intéresse donc ce matin à cette nouveauté du 1er janvier dans les tribunaux. Une cour criminelle départementale a vu le jour pour certains dossiers qui étaient traités jusqu'à présent en cour d'assises. Les explications en 3 minutes, c'est maintenant. C'est une juridiction installée en dérogation des cours d'assises. Les cours d'assises prévoient qu'il y ait un président de cour d'assises, un magistrat, 2 assesseurs et des jurés. En dérogation à cette juridiction-là, cette forme de juridiction, est instaurée donc les cours criminelles départementales qui comporteront non plus des jurés, mais seulement 5 magistrats et qui statueront sur les crimes punis de 15 et 20 ans de réclusion criminelle. C'est validé à partir de ce 1er janvier de cette année. Et la première session en Vendée aura lieu au mois de mars. Ça va réduire les coûts financiers, c'est-à-dire que des jurés d'assises qui sont mobilisés pendant des sessions d'une quinzaine de jours sont rémunérés pour leur trajet, pour leur disponibilité et tout ça. C'est un coût aussi de gestion, c'est-à-dire que des jurés d'assises, des sélections, des listes, ça se prépare longtemps à l'avance, très en amont des sessions. Et évidemment, ça mobilise du personnel. Donc c'est une partie de ce travail-là qui n'aura plus à être indemnisé. Le délai de traitement des dossiers en cour criminelle départementale serait autour de 9 mois. Ça réduira les délais de traitement de nos dossiers, d'une partie de nos dossiers. Les réduire plus qu'ailleurs, je ne pense pas. Je ne crois pas qu'on ait des moyens suffisants pour le permettre. Par contre, que ça engendre des difficultés pour un autre domaine, pour la juridiction correctionnelle par exemple, ça oui. Il va falloir mobiliser des magistrats pour tenir ces sessions. Et ces magistrats, on va les prendre là où ils sont, c'est-à-dire dans les juridictions correctionnelles. Et du coup, on va fermer des audiences correctionnelles pour placer en audience cour d'assises, cour criminelle départementale. Et ce qu'on gagne d'un côté, on risque fortement de le perdre de l'autre. C'était statutairement le moment où la justice rendue au nom du peuple français pouvait aussi être rendue par une partie du peuple français. Et là, ça ne l'est plus. En tout cas, pas pour cette partie-là. Il reste encore un petit peu les crimes punis de plus de 20 ans de réclusion. C'est encore une réduction, en réalité, du champ démocratique, du champ d'intervention du citoyen dans sa justice. Qu'il soit renoncé à la prolongation de l'expérimentation des cours départementales criminelles. C'est-à-dire qu'on suspende, on prend le temps de réfléchir, de regarder les choses, puis on se dit, est-ce que oui ou non on les met en place concrètement? Quel intérêt il y a à les mettre en place? Quel inconvénient ça va nous apporter? Il y a quand même énormément de difficultés qui sont soulevées. Et puis un gain, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, une rentabilité qui n'est pas forcément très démontrée. Et c'est un Plus Info que vous allez pouvoir retrouver à la demande sur notre site internet tvvendée.fr. On va passer au coup de fil à la presse. L'officiel des terrains de camping, c'est ce qu'on appelle de la presse professionnelle, c'est-à-dire réservée ou en tout cas plutôt destinée à tous ceux qui travaillent dans un secteur bien particulier, en l'occurrence le tourisme de plein air. Très bien, vous avez suivi. Alors en Vendée, la branche est très représentée puisque le département est quand même le premier de France en nombre de campings. Stéphane Messer vient donc d'y publier tout un dossier sur les 40 ans de la FVHPA, la Fédération vendéenne de l'hôtellerie de plein air. Écoutez.
C'est ça, l'officiel des terrains de camping, le magazine professionnel. Alors, c'est pas tant les 40 bougies, c'est intéressant en soi, mais ce qui est surtout intéressant, c'est de savoir ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que bon, c'est bien déjà de mettre en perspective que l'hôtellerie de plein air en Vendée, c'est énorme, c'est gros, c'est un gros acteur. Hein. C'est le premier département en nombre d'emplacements et en nombre de campings. C'est le leader français. Et ça pèse autour de 230 millions de chiffre d'affaires par an, donc c'est un acteur intéressant. Puis c'est tout un écosystème. En plus, l'hôtellerie de plein air, il y a aussi des constructeurs de mobil-home. Je pense à mobil-home Rideau, mais aussi à Bio-Habitat du groupe Beneteau. Voilà, donc c'est tout un écosystème. Et donc, de se focaliser un peu sur les 40 ans de la Fédération vendéenne de l'hôtellerie de plein air, c'est intéressant à plus d'un titre. Les campings vendéens s'appuient vraiment sur la fédération pour servir d'intermédiaire avec les services publics, avec la préfecture, voilà, parce qu'en fait il y a des gros enjeux de sécurité environnementaux, donc les campings ont vraiment besoin d'être accompagnés pour penser demain, quoi, parce qu'en fait les campings c'est des gros consommateurs d'eau. C'est normal, il y a des parcs aquatiques, c'est des gros consommateurs d'énergie parce qu'il faut chauffer, voilà, donc ils sont. Et puis demain, ce qui arrive, c'est le traitement des biodéchets, c'est-à-dire que dans un an, quand on ira dans un camping, il faudra chaque résident ait un petit seau avec ses biodéchets et les emmène là au bon endroit dans le camping. Donc il y a vraiment plein de problématiques liées à l'environnement, à l'emploi, que traverse la profession. Elle est très fière, elle est puissante et en même temps, effectivement, elle sert de modèle. Et comme elle est numéro 1, elle doit être aux avant-postes, elle doit être assez respectueuse de tout parce que souvent les acteurs regardent la Vendée. Donc la Vendée donne le là, ça lui donne une responsabilité en même temps. C'est-à-dire c'est la responsabilité d'être leader. Donc il faut montrer l'exemple, il faut être en avance, faut être une locomotive, mais en même temps voir loin, quoi. Et on retrouvera évidemment Stéphane dans les prochaines semaines pour un nouveau point sur ses contributions à la presse nationale concernant le tourisme vendéen. Place à l'extrait du jour. Avec de la musique, indirectement, dans le Mageco aujourd'hui, Catel Lejeune est allé découvrir les coulisses de B-Side Factory, cette entreprise du Nord-Vendée qui s'est lancée dans la fabrication de vinyles. En 2021, en fait, on a subi des très forts délais pour la livraison des vinyles et des prix qui n'arrêtaient pas d'augmenter. Et du coup, avec un de nos clients qui est le label Dixie Frog, nous avons eu l'idée de créer notre propre usine de pressage de vinyle. On avait eu marre d'attendre, on s'est dit on va le faire nous-mêmes. Complètement, on s'est dit quitte à attendre, eh bien, si on doit avoir des retards, autant que nous ayons des leviers pour pouvoir le faire. Tu t'adresses essentiellement à des personnes qui ont des petites productions, hein, c'est ça, c'est-à-dire qu'un gros label qui vient te voir, ça c'est pas pour toi. Toi c'est quelque chose qui est plus à taille humaine. Oui, d'après ce nous que j'ai notre compris. usine en fait se destine pour des projets qui commencent à 100 exemplaires, 100, 200, 300, 500. Après un gros label, s'il a une production, une série limitée par exemple, qu'il souhaite faire, peut s'adresser à B-Side Factory. Après tu vas le voir, hein, dans la production on n'est pas équipé pour faire des grosses productions de 2000, 3000 exemplaires. On pourrait le faire, mais on est une petite équipe et on tient à avoir des projets qui puissent intéresser notre équipe, tout comme et pouvoir répondre surtout à cette demande. C'est vrai que tous les autoprods de 100 exemplaires, 200 exemplaires ont été un peu oubliés, mis de côté et doivent attendre aujourd'hui des très longs délais pour avoir leur projet abouti. Oui, c'est ça, c'est pour ça que je trouvais que le nom était très bien trouvé parce que la B-Side, c'est un peu justement tous ces oubliés, comme on dit souvent, on écoute moins la phase B, donc j'imagine que c'était ça l'idée, c'est vraiment plus les oubliés de la musique qui du coup peuvent s'adresser à vous ici. Oui, et la phase B, en fait, souvent sur les vinyles, sur la phase B, il y avait des pépites. Il y a des morceaux qui sont réputés, alors j'ai pas de nom qui viennent en tête, mais qui étaient sur des phases B. Et donc on s'est dit, B-Side, en fait, c'est la phase B, ça va être la pépite du coin.
Et pour en savoir un petit peu plus, rendez-vous au fil de la journée sur l'antenne de TV Vendée pour le Mag-Éco en intégralité, à la demande aussi sur nos différentes plateformes. On passe au jeu. Avez-vous trouvé la réponse à notre question que nous posons depuis lundi, à savoir quelle est la matière première de ces sculptures visibles dans le numéro de la semaine dernière des Passionnés? Quelle est la matière première de ces sculptures? Indice du jour, on peut aussi s'en servir de gourde ou de récipient. À la clé, 2 places pour le Cinéville à La Roche-sur-Yon. Tirage au sort demain après-midi. C'est la fin de cette matinale. C'est l'occasion pour moi de vous dire que vous allez retrouver à partir de demain et pour une grosse semaine Alexandre Debray, ici même aux manettes de l'émission. Nous, on va se retrouver au cours de la 2e semaine des vacances scolaires d'hiver. Et oui, il y a enjeu majeur qui se prépare la semaine prochaine sur l'antenne de TV Vendée. Donc, passez un très bon jeudi, passez de très bonnes prochaines journées et à bientôt!